Bienvenue dans Oberkaï, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandrine Bartomeuf. Bonjour Alexandrine. Bonjour Caroline. Alors, on te connaît sous le nom d'Artlex, qui est tout simplement la contraction de ton prénom et du mot artiste. Tu es maman et entrepreneuse. Depuis plus de 11 ans, tu partages ton savoir-faire en DIY, do it yourself, et des tutoriels créatifs auprès de ta communauté sur ton blog et sur ton compte Instagram. Sur Lyon, tu as aussi créé un espace unique qui s'appelle l'Atelier d'Artlex, un espace créatif avec un studio photo, un espace atelier DIY et des formations Instagram. Tu es également auteure ou autrice de 7 livres créatifs pour les éditions Larousse et on peut te retrouver sur pas mal de projets. Et puis en 2023, ton dernier grand projet, ton dernier grand bébé, c'est de te lancer dans la rénovation de ta propre maison dans la Drôme. Je sais que ça fait au moins 2 ans que tu imagines ce chantier et enfin, ça se concrétise. Est-ce que j'ai déjà tout bon sur cette présentation ? Ah ben oui, écoute, c'est parfait. C'était à peu près le petit topo que j'avais fait pour me présenter, donc tu l'as fait pour moi. Très bien. Tout est très bien. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est ton retour d'expérience sur la rénovation de ta maison quand on est une maman entrepreneuse et bien sûr ton appétence sur le DIY. Et ben écoute, si tout est bon pour toi, je te propose qu'on enchaîne avec ce fameux brise-glace avec ces 2 affirmations, une vraie, une fausse, et à moi de déterminer laquelle est le vrai du coup. D'accord. Alors la première affirmation, c'est que j'ai signé 2 compromis sur 2 autres biens immobiliers ces 2 dernières années qui sont tombés à l'eau avant de enfin pouvoir acheter cette maison. D'accord. La deuxième affirmation, c'est que j'ai fait des études d'architecture et après avoir travaillé chez des particuliers, maintenant je rénove mes propres biens. Alors, bon, pour te suivre un petit peu, peut-être que je triche du coup, mais pour te suivre un petit peu sur tes réseaux, je pense que tu as essayé de signer effectivement 2 compromis et qui sont tombés à l'eau malheureusement et du coup c'est pour ça que là celui-ci a été validé et on est très content de ça. Donc je pense que c'est la première qui est vraie et la deuxième est fausse. Tout à fait, Jean-Pierre. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux passer un peu de contexte là-dessus sur ces 2 affirmations ? Tout à fait. Donc en fait, j'ai acheté mon premier bien immobilier en 2018, qui était un local commercial où je m'étais déjà frottée à l'exercice de la rénovation, puisque j'ai cassé, je dis bien avec des amis aussi, cassé tous les murs, le plafond, etc., pour vraiment ne garder que la coquille vide et en faire un petit lieu, un petit cocon magnifique que pas mal d'abonnés connaissent sous le nom d'Atelier Artlex, avec des couleurs terracotta, des matières naturelles, etc. Ça, c'était en 2018 et j'ai adoré l'expérience, bien que j'ai eu énormément de galères et que sur le coup, on râle, c'est connu et c'est les joies de la réno. Mais après coup, on est toujours très très heureux d'avoir quelque chose qui nous ressemble. Ensuite, j'ai exercé mon activité dedans, mais ces dernières années, ça commençait à me titiller de repartir sur un nouveau projet de rénovation. Et donc, c'était même avant le Covid, donc ça a dû commencer en 2019 cette histoire. Oui, donc finalement, le temps passe un peu plus vite que ce que j'imagine. J'ai commencé à chercher un bien à acheter, tout d'abord sur Lyon, et à la base j'ai cherché un local commercial parce que je voulais rénover un local commercial et faire quelque chose de plus grand et même créer un coworking à l'intérieur, etc. Et j'ai trouvé quelque chose dans Lyon 6 qui était juste parfait, mais vraiment parfait pour le projet que j'imaginais, c'est-à-dire toujours studio photo, quelque chose de complètement instagrammable et en même temps qui accueillerait des événements, coworking et tout. J'ai signé un compromis, tout s'est déroulé correctement, sauf que Covid, et Covid qui a retardé le compromis, donc on a fait des avenants et des avenants et des avenants jusqu'à ce que la première vague de Covid, et lors de l'entre-deux Covid, donc j'avais l'accord des banques et bien évidemment à l'entre-deux Covid, quand on a voulu reprendre la vente, les banques ne me suivaient plus, m'invitant à vendre mon local Atelier Artlex pour avoir un gros apport. Ouais. Voilà, donc la question s'est posée de se dire, est-ce que je vends finalement un local qui marche où j'exerce mon activité au risque avec tout ce qu'il y avait
nébuleuse autour du Covid à ce moment-là. Est-ce que je vends quelque chose qui marche bien pour un projet où on pouvait plus recevoir du nombre et tout, donc c'était presque un peu caduque le truc. Donc finalement, je me suis rétractée et on a fait tomber à l'eau le compromis parce que ce projet était trop risqué. Donc ça a été un coup un peu dur, parce que l'histoire ça a duré sur 9 mois. Moi j'avais un peu commencé à teaser genre voilà, je suis sur un projet, hâte de vous en parler, puis en fait plus rien du tout. Et puis le deuxième, indépendant de ta volonté aussi. Indépendant de ma volonté. Et puis le deuxième, ça devait être en 2000, un peu l'après-Covid, où je me suis dit bon ok, t'as été trop ambitieuse pour cette histoire de grand local commercial. Pars sur un petit studio à rénover sur Lyon. Que tu rénoveras tout mimi, tout mignon, qu'après tu pourras mettre en location, etc. Et puis là, c'est pareil, l'acheteur accepte mon offre et tout. Et puis au moment où je vais voir un courtier et puis des banques, elles me disent, écoutez, madame, là, avec le Covid, votre chiffre d'affaires, cata, donc personne ne m'a suivi. Et alors que moi, j'étais pratiquement engagée avec le vendeur et tout. Donc, grosse déception aussi, après beaucoup de recherches de biens et puis d'accord avec le vendeur, de pouvoir dire, en fait, non, personne ne veut me suivre là-dedans. Voilà. Donc après, je me suis dit plus jamais, parce que j'en avais marre, j'étais épuisée, j'étais même désespérée. Je me suis dit finalement, personne, j'y arriverai jamais en fait. Mm-hmm. Et puis finalement, il y a eu le projet de la maison. Trop bien. Du coup, je fais le rebond là-dessus. Est-ce que tu peux nous présenter un peu dans les grandes lignes ce projet de rénovation de maison dans la Drôme? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, donc moi j'avais mis complètement de côté un éventuel achat parce que j'étais un petit peu, je m'étais dit recentre-toi sur finalement ton travail, ça marche très bien, laisse tomber un potentiel achat. Et c'est vrai que depuis le Covid, on s'est tous un petit peu recentrés sur les lieux qu'on connaît, les coins de nature plutôt en France, même quand on avait tendance à voyager un petit peu loin. Et c'est vrai que moi j'ai renoué avec un village où j'allais beaucoup enfant, où ma maman a une maison, on a un peu une maison familiale dans ce petit village dans la Drôme provençale. Et j'ai commencé à y aller très régulièrement après le Covid, parce que retour à la nature, retour finalement aux choses très simples. Mmh. Et puis finalement un jour j'ai entendu dire qu'il y avait une maison qui allait être mise en vente là-bas. Et je me suis dit tiens, je vais aller voir dans quel coin du village c'est. Et en fait je l'ai vue de loin et c'était une évidence. C'est-à-dire que je l'ai vue, j'ai dit punaise, elle est pour moi. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Le coup de foudre, c'est-à-dire que je la voyais de l'extérieur. Et moi, quand je me suis pointée au pied de cette maison, avec cette grande terrasse qui dominait finalement un peu le village et qui donnait sur la montagne, de l'extérieur, je dis, elle est pour moi. Coup de cœur. Et là, en la voyant, je me dis, c'est bon. Et en fait, je fais mon offre sur place. Mais là, qu'est-ce qu'ils m'annoncent? Ils me disent qu'il y a déjà 3 offres qui ont été faites. Donc, ils m'expliquent que je suis la 4e offre. Et donc qui vont réfléchir. Donc je leur fais les yeux doux, je dis oui bon d'accord, réfléchissez bien, etc. Moi je partais un petit peu on va dire pas gagnante, maman solo, entrepreneur, pas de mec avec ses fiches de paye pour pouvoir appuyer derrière, c'était vraiment la merde. Et le soir, je réfléchis, je me dis putain, mais ça, elle va me passer sous le nez, c'est obligé. Il y a 3 offres, je suis la 4e. Déjà, je suis la 4e en général, voilà. Et je me dis je vais faire un petit courrier pour expliquer un peu le contexte. Et puis peut-être que en expliquant ça fera pencher dans ma balance. En tout cas, je vais tenter. Et du coup, j'ai fait un petit mail aux propriétaires pour leur dire vraiment que cette maison, ça avait été un coup de cœur. Que moi je venais dans ce village depuis ma tendre enfance et que je voulais avoir ajouter du contexte un peu plus à ta demande. C'est ça et que c'était un village auquel j'étais très très affectionnée, très attachée, ouais. Très attachée, pardon, et que j'aurais grand plaisir à y venir avec ma fille pour qu'elle aussi puisse grandir dans ce village comme j'avais pu grandir dans ce petit village les week-ends et les vacances. Et en leur expliquant que j'avais très très bien conscience que mon dossier n'était pas le plus facile, et que j'avais pas grand chose à mettre en avant, sauf le fait que c'était un coup de cœur et que j'ai et que celui-là j'étais pour. Et j'étais une enfant du pays aussi, ouais. Et que ça pouvait jouer. Et quelques jours après, j'ai eu la réponse et c'est moi qui ai eu
qui a remporté le Grand Prix. Non, je rigole. On peut le dire, c'est une victoire. C'est une victoire. C'était une victoire. C'était une vraie victoire. Et moi, j'ai cru en plus que ça allait. Enfin, tu vois, que c'est bon. À partir de là, tout serait facile, sauf qu'en fait, c'était vraiment le début de la galère. Mais à ce moment-là, je me dis, super, je vais signer le compromis et youpi, j'ai la maison. Mais ça a été bien plus compliqué que ça. Et du coup, dans la suite de ton parcours d'achat, alors j'ai vraiment 2 questions. Donc, il y avait pas mal de travaux. Donc, ceux qui te suivent savent peut-être que la réponse, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu savais que ça allait avoir une grosse rénovation derrière ou pas? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que cette maison, elle avait 70 mètres carrés de garage au rez-de-chaussée. Et à l'étage, elle avait 60 mètres carrés de pièces à vivre, entre guillemets. Tout était à l'étage, c'est-à-dire qu'il y avait le salon, plus 2 chambres, un coin cuisine, et qui donnait sur cette terrasse, mais complètement désaffectée. Et en fait, dès que je suis rentrée dans la maison, c'est pour ça que quand j'ai vu ces 70 mètres carrés de garage qui se déroulaient, j'y ai vu en fait la possibilité de doubler la surface, voire un peu plus, parce que du coup, ça fait 130 mètres carrés. Mais bien évidemment, j'ai su qu'il y aurait quand même pas mal de travaux. Mais on va dire que j'ai été un petit peu inconsciente entre guillemets. Ou après, moi, j'aime les petits coups de folie, donc on va dire que je me suis pas amusée à chiffrer. Et j'ai bien fait parce que peut-être que j'aurais pas fait d'offre. J'ai surtout vu la beauté du lieu et tout le potentiel qu'il y avait. Et je me suis dit bingo, on y va. Et puis même s'il y a des travaux et que ça, je l'avais vu. Et puis on réfléchira après. Ok. Et donc, dans la suite, comment ça s'est passé au niveau de ton parcours d'achat? Alors, j'aime bien, je fais un peu l'appui là-dessus parce que c'est une situation un peu particulière. Comme tu disais, t'es maman solo, entrepreneuse. Peut-être qu'il y a d'autres auditeurs qui vont se retrouver aussi dans ta situation, avec des dossiers, on va dire, plus compliqués que, effectivement, 2 adultes en CDI qui achètent ensemble, qui même parfois peut être compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours d'achat, les bons plans, les galères, comment ça s'est passé un petit peu, quoi? Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai reçu l'acceptation de mon offre, sachant que j'avais une situation quand même pas qui rentrait pas dans les cases, j'ai dit à mes vendeurs qui m'avaient fait confiance et vraiment, d'ailleurs, peut-être qu'ils écouteront. Je sais qu'ils suivent la rénovation, donc je les remercie encore une fois vraiment de m'avoir fait confiance. Je leur ai dit, écoutez, je vais pas vous mener en bateau, j'ai pas envie de vous faire croire n'importe quoi, sachant qu'en plus vous avez d'autres offres. Ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers ma banque, je vais faire les petits calculs, et en fonction de si ma banque initiale me suit ou pas, je reviens vers vous et on signe ce fameux compromis. Je me suis tournée vers ma banque historique qui me suivait depuis 25 ans. J'ai contacté mon conseiller qui me connaissait bien et donc je lui ai dit, voilà, j'ai exposé un petit peu le tableau et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me faire les petits calculs? Et c'est vrai que très vite, en quelques heures, j'ai eu ma réponse qui m'a dit, il y a aucun souci, on vous suivra avec plaisir sur cette vente. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me faire un petit accord écrit, histoire que je puisse le présenter au vendeur? Pas de souci, j'ai un petit accord écrit, du coup. Et c'est comme ça que donc on signe le compromis. Donc pour moi, mais tout marchait comme sur des roulettes. Donc je signe le compromis. C'était tapis rouge là, c'était tapis rouge. Pour moi, c'était vraiment tapis rouge, toute confiance. Mais enfin, en même temps, on fait confiance à son banquier qui est censé calculer les choses. Et puis voilà, je signe le compromis et donc c'est là qu'après alors en plus il avait déjà tous les papiers parce que j'avais déjà donné donc tous les papiers pour faire cette fameuse simulation. Et lorsque je lui ai dit voilà monsieur, j'ai signé le compromis, puis-je avoir mon accord de prêt, donc mon prêt ça serait tant. En plus il avait tout, il savait le prix de la maison, enfin je veux dire. Et là, c'est là que je reçois un mail, mais enfin ça traîne, c'est-à-dire que j'ai pas de nouvelles de lui, donc je le relance, je lui dis écoutez, le temps passe, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut lancer la procédure de crédit et tout ça. Et vraiment, il fait traîner en longueur, puis j'essaye d'appeler, il me dit écoutez madame Barthomeuil, je suis occupée, compliqué. Et puis j'ai une réponse 1 mois et demi après, donc j'avais déjà perdu bien du temps parce qu'il faut moins de 3 mois pour signer tout ça. Et il me dit, et je reçois un simple mail qui m'explique, écoutez, nous ne vous suivons pas sur votre projet, au plaisir de vous suivre sur un prochain projet. Et vraiment, j'ai reçu un mail, mais complètement informel, presque irrespectueux, parce que ni prendre la peine de m'appeler, alors que moi j'avais passé plusieurs appels, j'arrivais pas à le joindre, etc. Et donc là, ça a été branle-bas combat parce qu'il me restait 1 mois et demi, comme je m'étais un petit peu fait bananer, que j'ai poussé d'autres portes de 2 autres banques qui m'ont dit non, c'est trop compliqué, trop de calculs à faire, etc. Donc non.
Finalement, j'ai eu une banque qui a su m'écouter, et c'était une femme. C'est vrai que en fait, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que j'ai eu l'impression, et je veux pas faire de généralité, hein, mais de tomber un peu à chaque fois quand j'exposais mon projet sur des personnes, souvent hommes, avec un air un peu condescendant, genre mais voyons, réfléchissez, soyez raisonnable, madame. Et j'avais beaucoup ce retour-là qui avait tendance plus à m'exaspérer et m'énerver et me donner la force encore plus de me battre. Ça aurait pu m'abattre, mais ça m'a donné la force de me battre. Parce que ouais, c'était un peu ce truc-là, genre bah, soyez raisonnable, madame. Qu'est-ce que vous allez vous endetter sur 25 ans sur un projet comme ça. Bon, en plus vous êtes entrepreneur. Alors, malgré le fait que je suis entrepreneur depuis 11 ans, ça n'avait pas vraiment de. Je me suis rendu compte que c'était possible de justifier de 11 ans de salaire, de trucs comme ça. Donc, c'est ça. On m'a aussi dit mais si vous aviez un conjoint, ça serait plus facile parce que on pourrait aussi prendre ces trucs à lui pour calculer tout ça. Enfin bref, ça m'a beaucoup questionné sur cette société, comment elle est mise en place et comment tout ça est coordonné pour que voilà. Enfin et je me suis rendu compte que c'est difficile pour une maman seule de pouvoir faire des actions de ce type-là. Quoi. On est très très vite freiné et arrêté. Et en plus on nous explique qu'on n'est pas trop raisonnable. Ce qui est assez incroyable. Et voilà. Et finalement, c'est quand même assez incroyable, oui, de te faire donner des leçons. c'est ça. Et puis, finalement, je suis tombée dans une banque où je suis tombée sur une banquière qui a été absolument géniale, qui a écouté mon projet. Alors, ce qui s'est passé, et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que la banquière, quand elle m'a eu au téléphone après avoir reçu mon dossier, elle m'a dit, écoutez, en fait, quand j'ai dit qu'on venait de recevoir le dossier d'une influenceuse dans l'agence, il paraît qu'il y a 2-3 personnes dans l'agence qui ont dit, ah, mais on la suit, elle est géniale, mais c'est génial ce qu'elle fait, etc. A priori, il y avait des personnes dans la banque qui m'ont reconnu entre guillemets, et donc ça a aussi un petit peu appuyé le truc dans le sens où ils se sont dit non mais en fait c'est une bosseuse, ce qu'elle fait c'est génial, son projet il va marcher, c'est-à-dire que déjà ils partaient confiance que voilà, les personnes connaissaient mon univers, et elle m'a dit donc c'est pour ça a priori vous êtes connue, donc je vous reçois, expliquez-moi. Et donc là je lui explique ce que j'ai fait avec l'atelier, je lui explique ce que je veux faire avec la maison, et là elle me dit bon écoutez, je vais vraiment être claire avec vous, votre dossier il est pas facile, mais on va tout faire, vraiment tout faire pour que ça passe. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait rigoler, parce qu'elle m'a dit vraiment, si vous êtes mon dossier de l'année, elle m'a dit vous êtes le dossier le plus compliqué, mais si ça passe, on fait péter le champagne. Voilà. Et en fait, mais elle s'est décarcassée, c'est-à-dire que vraiment, elle s'est vraiment décarcassée. Elle a retourné le truc dans tous les sens. Je sais qu'elle faisait des calculs incroyables, parce que comme si ça passait pas, comme ça passait pas. Donc si on faisait un autre montage, on a fait des montages. Solution, quoi. C'est ça, on a fait des montages dans tous les sens. Et moi, je voyais le temps qui passait. Donc on est arrivé presque à une semaine avant l'échéance. C'est-à-dire que les vendeurs ont commencé à me dire, dans une semaine, votre compromis tombe à l'eau, on va prendre une autre offre. Donc là, j'étais là, non! Je vais y arriver. J'y suis presque. Et vraiment, ça s'est joué à quelques jours près, avant la fin des 3 mois, où elle m'a écrit, elle m'a dit, écoutez, j'ai une excellente nouvelle. Elle me dit, je sais pas comment j'ai réussi, mais votre dossier est passé. Et donc c'est bon, on enclenche le crédit. Et voilà. Et là, vraiment, oui, on a fait péter le champagne. Là, c'était dingue. C'était vraiment l'ascenseur émotionnel. Trop bien. Trop bien. Bon félicitations aussi pour ça, hein, parce que c'est vrai que ça doit être assez comment dire, dur émotionnellement. On passe par beaucoup de phases, donc ça c'est une belle leçon, et c'est aussi une belle leçon de persévérance, je pense, quand on a ce genre de situation. Donc oui, faut pas lâcher. Est-ce que tu as des petits je sais pas, des petites astuces que toi tu t'es appliqué pour tenir le coup en fait durant cette période, pour si jamais il y a des gens qui vivent aussi ce genre de choses en ce moment, quoi. Je sais pas trop si j'ai des astuces, parce que il y a des fois j'ai été vraiment écroulée au fond de la gamelle, en me disant j'y arrivais pas. Je suis comme tout le monde, dans le sens où j'ai des coups de mou, où j'ai envie de tout lâcher. Enfin, je me souviens de fois où je me dis mais allez, presque de donner raison à ces personnes qui me disaient que c'était de la folie et pourquoi je faisais tout ça. Mais après j'ai une tendance à pouvoir tomber bas, c'est-à-dire allez hop, je pleure pendant une bonne journée, je me fous en boule dans mon lit et je me dis que c'est la fin du monde. Et une fois que ça s'est fait, j'ai une tendance à renaître un peu de mes cendres et me dire
vas-y. Et c'est vrai que si j'ai un conseil à dire, c'est que il vaut mieux avoir enfin, tout tenter et que ça ne marche pas, mais au moins il y a pas de regret à la fin. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis allée jusqu'au bout, même comme les 2 premiers projets où je suis allée jusqu'au bout, j'ai fait tout ce que je pouvais, et puis à un moment, ça passe pas, mais au moins on a tenté. Et ça, c'est déjà super. Et rien que ça, l'aventure est belle, même quand on tente. Et puis lorsque ça passe, la victoire est d'autant plus grande et forte. Et c'est là où on fait claquer le champagne. Voilà, c'est ça. Parce que si finalement on donne raison à ces personnes qui disent mais non, soyez raisonnables, et qu'on ne le fait pas, ça veut dire quoi? Que pendant 20 ans après, je vais vivre avec le truc de dire cette maison, en passant dessous, si seulement je l'avais achetée, ça aurait été chouette quand même. Et en fait, finalement, que des espèces de regrets comme ça. Ben voilà, peut-être que ça serait pas passé, mais j'aurais dit j'ai tout fait pour essayer de l'avoir. Bon elle était pas pour moi, tant pis. Et là, en l'occurrence, elle l'était. Ok, trop bien. Je te propose de passer un peu sur la phase du coup rénovation de ta maison. Je sais que tu fais déjà pas mal de choses par toi-même. Tu t'investis aussi dans cette rénovation. Il y a pas mal de gros travaux. Tu l'as dit. T'as voulu agrandir aussi ta pièce. Est-ce que tu as un conseil pour les gens? Donc t'es quand même bien bricoleuse quand même. Tu touches à tout. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis il faut déléguer? Et si oui, qu'est-ce que tu conseilles de déléguer principalement? Alors moi, ce que je conseille, c'est déjà d'estimer ce qu'on est capable de faire ou pas. C'est-à-dire que si on se sent... alors déjà, est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est à deux? Est-ce qu'on a un chéri bricolo ou pas? C'est la première question. Quand on est à deux et qu'on a... ou que soi-même d'ailleurs, on est bricolo, mais je veux dire, par exemple, est-ce que je suis capable de faire toute l'électricité de ma maison et mettre les mains dans la bidouille des fils? Oui, non, c'est estimer en fait ses capacités. Moi, je sais que je suis une touche à tout, mais j'ai mes limites comme tout le monde. Et par exemple, faire l'électricité ou la plomberie, clairement, c'est pas que j'avais pas envie, mais tant bien même, je sais que en regardant des tutos et en se nourrissant de tutos, on peut arriver à tout. Mais j'avais pas envie de mal faire les choses. C'est-à-dire que faire le boulot d'un plombier, je peux pas m'improviser plombier. Donc oui, peut-être que mettre des tuyaux, tirer mes tuyaux, etc., j'aurais peut-être su faire. Mais pour que le travail peut-être soit mal fait, parce que j'ai pas la prétention de dire que j'aurais pu y arriver et que ça aurait été extraordinaire, voilà, j'ai préféré déléguer ça à des professionnels. En revanche, par exemple, la démolition, quand j'ai fait j'ai parlé avec les artisans, et que les artisans m'ont dit mais ça, vous économisez 5 000 € sur le devis et vous pouvez le faire. Et vous prenez 2 masses. L'artisan m'a dit ça, il m'a dit vous prenez une masse et vous tapez dans les murs. Et là, je me suis dit, c'est tout ce qu'il me faut. J'adore. Et je lui dis, mais vous êtes sûr, c'est tout? Et tout. Il me dit, oui. Il me dit, voyez, là, la mezzanine, vous tronçonnez les bouts de bois, vous les faites tomber au sol, les murs, vous pétez. Et là, je me suis dit, ok, ça, je pense que ça peut aller. Il m'a donné, en fait, les différentes étapes. Ensuite, les gravats, vous les mettez en sac, etc. Ok. Donc là, j'ai sollicité plusieurs personnes et on s'y est mis, enfin, la famille. Et on s'y est mis à 4 au maximum. Et en fait, c'était super. C'était déjà un très beau moment à passer en famille. Et au-delà de ça, la satisfaction de le faire soi-même, c'était génial. Donc ça, j'ai pu faire cette phase de démolition, vider la maison, etc. Et après, en effet, tout ce qui est placo, plomberie, électricité, en revanche, ça, je m'en suis pas sentie capable. Et moi, je vais reprendre le relais après, par exemple, pour tout ce qui est les finitions. Où là, c'est moi qui vais intervenir. Ok, ouais, j'imagine que du coup, toute la... est-ce que donc la partie seconde œuvre, moi, ce que j'appelle seconde œuvre, c'est vraiment tout ce qui est placo, tout ça. Donc là, tu préfères le déléguer aujourd'hui. Et tout ce qui sera peut-être plus facile pour toi, ce sera... tout ce qui est aménagement, tout ce qui est... qu'est-ce que tu définis par les finitions, par exemple? Alors, déjà, le sol. Le sol, j'en suis encore à me questionner sur quel va être le sol. On va dire que j'arrive un peu à la limite de mon budget et le sol n'est pas encore dans mon devis. Ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de budget, j'ai un crédit travaux qui m'a été accordé par la banque. Néanmoins, il est d'un tiers, voire un quart moins... Attends, je sais pas comment dire. En gros, il représente un quart du budget qu'il aurait fallu pour la maison.
Voilà, c'est juste aussi simple que ça, et c'est pour ça que je dis au début que si j'avais un peu fait une estimation des travaux et que aussi bien je serais pas partie de, tu vois, enfin, mais c'est sans regret. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur. Et je me suis dit, bingo, t'y vas quand même et tu réfléchiras pour les travaux après. Et je connaissais aussi mes capacités à faire moi-même. Je fais faire l'essentiel et le minimum, et tout le reste, eh ben, je m'en débrouillerai d'une manière ou d'une autre. Tu vois, pour l'instant, il y a des choses où j'ai pas encore les réponses. Je sais pas encore comment je vais trouver le budget. Mais je sais mais je sais que j'y arriverai, que d'une manière ou d'une autre on trouvera. Et donc par exemple la question du sol, pour l'instant le budget s'est tellement amoindri que j'ai presque plus de crédit travaux pour cette partie sol. Et que du coup, je suis en train de réfléchir à des solutions annexes, comme peut-être qu'au lieu du magnifique parquet en chêne massif que j'imaginais et dont le devis est estimé à plus de 20 000 euros, tu vois, que je n'ai pas, et peut-être qu'en fait là j'ai une belle dalle de béton magnifique où les abonnés, ça fait plusieurs fois qu'ils me demandent oh, comment t'as fait ta dalle de béton, mais elle est trop belle, j'adore ton sol et tout. Alors c'est juste une dalle de béton, et je me dis mais pourquoi ma dalle de béton ne serait finalement telle pas mon sol? Peut-être ça va évoluer, mais tu vois, en fait, à chaque fois, à chaque étape qui évolue là, le process et puis la rénovation évolue aussi en fonction des contraintes, du budget, voilà, de plein de choses. C'est évolutif. Donc, pour répondre à ta question initiale, excuse-moi, les finitions, donc ça va peut-être être le sol, bien polir ma dalle de béton, par exemple, ou peut-être la peindre en blanc, ou voilà. Ça va être, et surtout, ma grosse partie, c'est faire les peintures. J'adore peindre les murs, c'est mon kiff, et je pense que mes abonnés le savent au travers les fresques que je fais, et puis même la réno de l'appart dans lequel j'ai aménagé il y a 1 an, où en 3 jours j'ai rénové 60 mètres carrés d'un appartement qui était dans un état lamentable, où j'ai tout repeint. Donc j'adore peindre. Ça fait les bras en plus. Regarde mes bras, ils sont musclés. Non. Pas besoin d'aller à la salle. En fait, t'as pas besoin d'aller à la salle. Peigner des murs et faire des travaux. Donc voilà, donc ça va être repeindre 130 mètres carrés de maison, ça va être déjà bien sympa. Et après, au-delà de les repeindre juste de manière simple, ça va être vraiment d'y amener de la couleur, des fresques. Chaque pièce va être unique. Et ça aussi, c'est un beau travail créatif. Et puis ensuite, il y a tout l'aménagement, parce que j'ai plein de placards intégrés, mais j'ai que le placo de fait, du coup, parce que le budget a imposé ça. Mais il va falloir mettre des portes, y intégrer des étagères, des choses comme ça. Et donc ça, c'est pareil, ça va être que de la récup pour pouvoir aménager ces encadrements. Et puis voilà, plein de petites choses comme ça à faire moi-même. Trop bien. C'est super que tu parles de ça, parce que du coup, ça amène un peu le sujet du DIY, du do it yourself, dont tu es la grande spécialiste quand même sur les réseaux. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler pour les auditeurs ce que c'est le DIY, un peu son origine, pourquoi, c'est quoi en fait? En quoi ça contribue? Oui. Alors le do it yourself, ça veut dire le DIY, ça veut dire do it yourself, ça veut dire fais-le toi-même. Et en fait, c'est juste avoir la capacité de faire soi-même de ses propres mains un objet de décoration. Enfin, maintenant ça s'applique d'ailleurs à tout. Do it yourself, ça peut être de la rénovation en do it yourself, ça peut être faire un vêtement, c'est du do it yourself. Tu fais toi-même ton vêtement. Un vase, voilà, do it yourself que tu as fait toi-même en recyclant par exemple une barrique de lessive. Voilà, c'est vraiment la capacité à faire soi-même. Et du coup, tu nous as un petit peu évoqué ça dans ton projet. À quelle échelle ça va s'incrémenter dans ce projet, le do-it-yourself, donc surtout pour les finitions, du coup, les avantages et les inconvénients à l'échelle de ce projet? Est-ce que ça peut prendre beaucoup plus de temps? Est-ce que tu as déjà un peu toutes tes petites idées déco? Comment tu vas le faire? Alors oui, j'ai déjà plein d'idées. C'est pour ça qu'en ce moment, je poste moins de do-it-yourself sur mon compte Instagram, parce que je sais que je suis dans une phase transitoire où les do-it-yourself vont arriver après, dans un projet concret de la maison. Aujourd'hui, faire du do-it-yourself pour du do-it-yourself dans mon appartement qui est finalisé, dans mon atelier qui est finalisé, là pour l'instant, j'ai plus l'envie, parce que je suis presque en train de m'économiser entre guillemets, parce que je sais tous les do-it-yourself qu'il va y avoir à faire, et notamment ça va commencer en juillet, parce que normalement d'ici juillet la maison devrait être livrée en mode coquille vide, prête à démarrer d'un point de vue do-it-yourself.
Donc, j'ai plein d'idées, notamment des idées d'abat-jour. Dans les chambres, il va y avoir des suspensions et j'ai déjà mes idées de suspension. Donc, je fais régulièrement les boutiques. Je prends régulièrement des photos, mais non pas pour me dire tiens ça je l'achèterai plus tard, mais pour me dire wow, ça comme c'est facile à faire soi-même. Donc j'ai plein de petites idées. Hier encore j'ai vu des trucs super que je vais faire. Ça va être aussi recycler des choses. J'ai gardé énormément de choses de la maison initiale, notamment les portes de garage qui vont me servir justement de porte coulissante pour soit une entrée de chambre, soit une porte de placard aménagé. Voilà, plein de petites idées comme ça qui sont déjà toutes prêtes dans ma tête. Je suis comme une Ferrari, tu vois, dont le moteur ronronne, mais je peux pas encore y aller, tu vois, elle est là. Et par contre, quand elle va démarrer, ça va envoyer du lourd. Okay. Par rapport au temps, comment je vois ça dans le projet, c'est un peu comme l'atelier que j'ai finalisé finalement au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que j'aime pas aménager un lieu en mode je vais chez Ikea et en 2 semaines le truc est tout meublé. J'aime prendre le temps de faire vivre un lieu et de l'aménager au gré des histoires, au gré un peu du hasard ou au gré des réalisations et des do-it-yourself que soudain dont j'ai l'idée. Donc c'est une maison qui sera aménagée dans le temps, sans pression aucune, et qui justement va pouvoir accueillir au gré des mois et des circonstances des créations différentes et des do-it-yourself appropriées. J'aimerais que chaque chose vraiment soit réalisée avec conscience et comment dire, une vraie pensée, une vraie réflexion. Et pas me dire, là, il manque 2 abat-jours, allez hop, je file vite chez Ikea, je te mets 2 abat-jours à 20 balles. J'ai plutôt envie de dire, là, il y a 2 abat-jours, je vois vraiment ça va me prendre un peu de temps pour les réaliser, mais quand ils seront là, ça sera magnifique. Ok. Trop intéressant, du coup, cette approche aussi de se dire, parce que c'est vrai que parfois, quand on emménage chez soi, c'est aussi des retours qu'on peut avoir. On a envie de vite, notre décoration, faut que ce soit propre tout de suite, parce que ça y est, les travaux sont terminés, t'as envie d'aménager bien. Mais de prendre aussi un peu ce temps, comme tu dis, de prendre le côté inspirationnel, de créer aussi ces choses. Moi, je trouve ça hyper intéressant dans le do-it-yourself, c'est que je pense qu'il y a certains avantages et dis-moi si je me trompe, mais tu sais, cette fierté, tu l'as fait toi-même et t'as un résultat. Bon, il y a le côté économique, clairement, mais il y a aussi ce côté, tu l'as fait toi-même, quoi. Et t'as sorti de toi, cette créativité-là, et c'est assez chouette, quoi. Est-ce que tu vois d'autres choses, d'ailleurs, dans le do-it-yourself, là-dedans? Tu veux dire qui apporte en termes d'avantages ou choses comme ça? Le do-it-yourself, ça permet de s'offrir une bulle à soi. On est dans un monde où tout va très vite, on est un peu en mode fast life. Et le do-it-yourself, c'est un peu arrêter le temps, premièrement, et se dire, voilà, ce moment, tu peux pas aller plus vite que la musique quand tu fais un do-it-yourself. Il y a des temps de séchage, il y a des temps de peinture, il y a des temps de réalisation, il y a des ratés aussi qui font que tu es obligé de recommencer. Donc, c'est un peu revenir finalement à un temps où on prenait plus le temps, je trouve, quand on fait du do-it-yourself. Faut se souvenir à l'époque nos grand-mères qui rapiéçaient les chaussettes, ça prenait du temps, mais il y avait cette idée aussi d'upcycling, de récupérer les choses, etc. Ça, on l'a vraiment oublié. Maintenant, en 20 minutes, tu vas chercher tes chaussettes chez H&M et t'en as une nouvelle paire. Et le do-it-yourself, ça ramène un petit peu à une époque, voilà, où on prenait plus le temps. Et moi, j'adore cette notion-là. Et puis, ce que j'aime dans le do-it-yourself, c'est que parfois, il y a des belles choses qui naissent des ratés, justement. Moi, il m'est arrivé, j'avais fait un do-it-yourself d'un tableau, justement, où j'expliquais que j'avais une certaine idée d'un tableau en tête. Sauf qu'en fait, quand je l'ai fait, le truc, ça rendait pas du tout pareil et il a fallu que je m'adapte. Et finalement, ça a donné quelque chose de complètement unique. Très joli aussi, mais finalement qui collait pas du tout à mon idée de départ. Et c'est aussi, on est dans un monde où tout est sous contrôle, etc. Et le do-it-yourself, ça laisse un peu plus de place à l'aléatoire et du coup à pouvoir se laisser un peu porter et parfois qui nous amène vers des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et voilà nous faire découvrir d'autres choses. Et l'erreur parfois amène à de belles réalisations. Ça peut peut-être rassurer certains auditeurs qui sont pas forcément très bricoleurs et qui se disent c'est pas pour moi parce que je sais pas me servir de mes 2 mains et je vais faire beaucoup trop d'erreurs. Donc parfois faut se dire, est-ce que tu as des conseils justement pour ces gens qui sont pas ultra créatifs ou qui sont pas ultra bricoleurs pour se lancer au moins et commencer des petits projets?
Suivez mes tutos do it yourself. Non, en fait, ça me fait rigoler parce que c'est vrai que j'ai beaucoup animé d'ateliers do it yourself et c'est vraiment quelque chose qui revient. C'est les gens arrivent à l'atelier et me disent oh là là, mais moi ok, je viens à ton atelier parce que j'adore te suivre ou quoi. En revanche, j'ai 2 mains gauches, hein, je te préviens, j'ai 2 mains gauches, ça va être nul ce que je fais. Donc déjà les personnes arrivent un peu dans ce mood là. Et en fait, c'est ce que je leur explique, et c'est ça que j'ai essayé de transmettre. Moi, c'est l'essence même de pourquoi j'ai commencé les do it yourself, parce que je suis toujours partie du principe que si on t'explique, qu'on te donne la bonne méthode, tu peux y arriver. Et en fait, ça s'est toujours démontré lors de mes ateliers, notamment auprès de ces personnes qui arrivaient un petit peu défaitistes. En ayant un bon accompagnement avec la bonne méthode, tu vois, il faut faire comme si c'est d'abord ça la première étape, ensuite tu passes à ça. Finalement, les personnes repartaient avec une création qui était magnifique. Et alors, parfois même, ça faisait exploser des idées. Moi, j'ai eu des abonnés en atelier qui ont fait des trucs, mais parfois même bien mieux que les miennes, tellement génial. Et en fait, quand elles repartaient, presque ça leur avait donné un mood positif, tu vois, enfin ça avait upgradé finalement leur vision d'elles-mêmes, et c'est pour ça qu'en rigolant tout à l'heure je disais suivez mes tutos, parce que vraiment le principe de mes tutos c'est vraiment de pouvoir expliquer et montrer à tout un chacun qu'avec la méthode et justement des vidéos, en suivant bien cette méthode, on peut y arriver, et que c'est vraiment à la portée de tous. Et justement, si la personne n'a pas cette créativité, au moins en reprenant les miennes finalement, et moi c'est le principe du partage, donc quand je partage une création, après libre à chacun justement de s'en inspirer, voilà. Donc si la personne n'a pas l'inspiration, elle peut venir sur mon compte le blog d'Artlex, et là elle trouve l'inspiration et elle n'a plus qu'après à suivre les étapes pour réaliser sa propre création. Et d'ailleurs, les fresques, j'ai reçu énormément même pour pas mal de créations, d'abonnés qui m'ont envoyé des photos, des réalisations en me disant j'aurais jamais cru pouvoir manier un pinceau, mais grâce à tes vidéos, je me suis lancée et c'est magnifique. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. C'est une belle récompense, ça c'est sûr. Et justement, est-ce que tu as peut-être 1 ou 2 exemples de projets DIY faciles à réaliser, durables et économiques, qui rentrent du coup un petit peu dans l'aménagement ou choses comme ça? Alors récemment, j'ai repartagé un tutoriel que j'avais fait il y a 1 an, mais qui est toujours valable et que j'aime toujours beaucoup, pour faire ses propres lampes de chevet soi-même en béton. Donc je me suis inspirée de lampes en béton qui existent dans le commerce et qui coûtent assez cher. Et en fait là, c'est vraiment un tuto qui montre comment les faire soi-même à moindre coût. Voilà, notamment en moulant le béton dans un paquet de chips. Un paquet de chips dur, en mode, tu sais, les tuiles. Et c'est un do-it-yourself super économique, durable, oui, parce qu'on parle de béton, donc logiquement, ça devrait durer longtemps. Et le résultat, il est digne d'une lampe que tu pourrais acheter dans un magasin, un grand magasin design. Ok, trop bien. Bon comme ça, si les auditeurs ils ont envie d'aller voir, le tuto est sur ton compte, et ça permettra de mettre un premier pas, et ceux qui ont envie de casser ce mythe de 2 mains gauches, vous pouvez y aller. Tout à fait. Et il y a plein d'autres do it yourself, même en rapport avec la mode ou la déco, les petits tableaux, des vases, etc. Donc il y a vraiment plein de do it yourself pour s'inspirer. Trop cool. Merci beaucoup Alexandrine. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur ce sujet, quelque chose que tu voudrais partager sur le do it yourself, la rénovation, avant de passer à la dernière petite phase de questions? Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. En revanche, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui vont écouter ce podcast. Donc, je sais pas si c'est là l'endroit pour le dire, mais je souhaite vraiment les remercier de me suivre au quotidien, justement sur mon compte Instagram, parce que c'est des personnes qui apprécient mes do-it-yourself, qui apprécient cette réno, et c'est ce qui me donne aussi beaucoup de force. Parce qu'être sur les réseaux sociaux, c'est aussi devoir être en permanence actif. Et parfois, c'est épuisant, parfois, c'est chronophage. Et j'ai une communauté très bienveillante qui me soutient dans tous les projets que je mène, et c'est ce qui me donne toujours cette force de continuer à partager depuis 11 ans sur Instagram mes tutoriels do it yourself. Ok, trop cool. Le message est passé. C'est chouette aussi de remercier les gens qui suivent. Donc bravo pour ça. Et je te propose de passer à la phase action. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos éditeurs sont en projet de rénovation. Qu'est-ce que tu leur conseilles d'hyper concret par rapport à ce projet ? Alors, ce que je conseille et ce que j'ai vraiment découvert à travers mon expérience de rénovation de la maison, c'est qu'il faut être
vraiment très présent sur son chantier. C'est hyper important de suivre son chantier de très près, même lorsqu'on a un maître d'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est au cœur du chantier, qu'on y passe régulièrement, on est en contact direct avec les artisans, on peut leur soulever les points qui nous semblent importants. On peut également éviter pas mal d'erreurs où les artisans se lanceraient eux-mêmes dans des choses qu'ils imaginent pour nous, alors qu'en fait, nous seuls avons finalement la réponse de ce qu'on a envie pour chez nous. Voilà, je me suis vraiment rendu compte que faire un suivi de chantier, entre guillemets, c'est vraiment la clé pour gagner du temps, éviter les erreurs et que tout puisse avancer de manière correcte. On a tendance, en effet, à un peu déléguer en disant bon, c'est bon, les artisans, ils savent ce qu'ils ont à faire, ou mon maître d'œuvre gère. Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup d'erreurs qui sont sur les chantiers. Et là, je parle pour moi, mais également pour les retours d'expérience que j'ai autour de moi, même des personnes qui ont fait appel à des maîtres d'œuvre dont le boulot, justement, c'est de faire un peu le lien entre le client et les artisans. Mais parfois, les informations passent mal et l'artisan, du coup, va faire une chose. Finalement, c'est pas ce que souhaitait le client et du coup, va devoir refaire une deuxième fois, voire une troisième fois. Donc, ça redemande de la disponibilité, ça redemande du temps, ça retarde les échéances. Et là, dans mon chantier, ce qui est super, c'est que alors moi, j'ai pas pris de maître d'œuvre, tout simplement parce que j'avais pas les moyens. C'est pareil, c'est un chiffrage assez important de prendre un maître d'œuvre. Si on peut se le permettre, tant mieux. Mais moi, en l'occurrence, voilà, j'avais vraiment pas le choix, quoi. La question s'est pas posée, ça a été évincé direct où je me suis dit, je ferai le boulot de maître d'œuvre. Et au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment génial parce que je suis en contact du coup direct avec l'entrepreneur. Donc l'entreprise 2M Rénovation, je vais les citer parce qu'ils sont sur Valence et ils sont super, avec qui je travaille en direct et l'entreprise après déploie en fait ses artisans, leurs électriciens, leurs plombiers, etc. Ils gèrent vraiment tout le chantier. Mais en fait, on est en relation vraiment étroite, c'est-à-dire qu'on s'appelle presque tous les jours pour faire un point. Moi, 1 semaine sur 2, je monte sur le chantier. C'était acté dès le départ, donc quand je suis sur le chantier, j'ai pas du tout l'impression d'être une gêne. Et bien au contraire, mon entrepreneur m'explique que c'est même super parce que quand je suis sur place, les artisans ont vraiment le mot d'ordre de dès qu'ils ont une question, me la poser. Et donc, c'est arrivé là très fréquemment que l'électricien me voir avec des questions, mais auquel moi-même j'aurais pas pensé en me disant la prise électrique vous la voulez plutôt à 20 mètres du sol ou à 30 mètres du sol, là la niche on l'a fait descendre à 20 mètres du plafond plutôt 40, montrez-nous, tracez-nous les trucs. Et en fait eux ils sont hyper contents, les artisans, parce qu'ils sont rassurés, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont pas faire de bourde. Moi je suis hyper contente parce qu'en ayant montré les choses, tracé au mur, je sais aussi que ça correspond. Voilà, et en fait c'est juste génial. Et vraiment même mon entrepreneur me remercie en me disant merci d'être aussi disponible parce qu'on gagne un temps certain et on avance du coup main dans la main et tout se déroule bien. C'est pour ça que vraiment je peux en tirer de cette expérience quelque chose d'hyper positif et que j'ai vraiment envie de conseiller, c'est que voilà, même si c'est passer 1 heure le matin avant d'aller au boulot ou faire un petit point le soir, communication avec les artisans, communication avec l'entrepreneur, voilà, pour faire passer vos idées et vos envies. Et je suis persuadée que le chantier ne se passe que mieux. La communication, c'est vraiment le mot un peu parfois des chantiers, donc c'est cool de pouvoir le rappeler et que c'est aussi à nous aussi d'être là présent pour les artisans et pas que l'inverse, quoi. Donc voilà, exactement. Dans les deux sens en fait. Ouais. Exactement, parce qu'après moi je connais beaucoup de gens qui s'arrachent les cheveux du style j'avais demandé, on m'avait dit qu'on ferait ça ou j'avais demandé ça, mais en même temps parfois il y a déjà ils ont beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à penser en même temps et que en effet il y a des informations qui peuvent passer à la trappe oui, ils sont humains, donc tout n'est pas retenu et pour éviter un max d'erreurs, en effet, la cliente ou le client se doit aussi d'être un peu présent. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est client et qu'on paye que allez-y, démerdez-vous, faites le chantier. Non, puis c'est notre bébé qu'on construit, c'est notre bercail, donc c'est important de s'en occuper comme un petit bébé, quoi. Tout à fait, un gros bébé. Un gros bébé là pour le coup. Trop bien. Et du coup, la deuxième question, c'est un peu dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton bercail idéal ? Est-ce que c'est cette maison ? Est-ce que c'est une autre vision encore différente ? Pour moi, un bercail idéal, c'est un endroit lumineux parce que la lumière, c'est vraiment super important pour moi. J'aime les pièces qui accueillent le soleil, qui sont vraiment baignées de lumière.
qui est aussi un endroit qui serait chaleureux par les matières choisies. Moi, j'adore les matières naturelles, donc le bois, le bambou, le chanvre, mais ça peut être aussi le béton, la faïence, le métal. Moi, je vois pas un bercail sans mur de couleur, parce que vraiment, j'aime la couleur. Je suis très peu habillée en noir. Je sais pas si tu le suis à travers le compte Instagram, mais le noir est banni. Donc, pour moi, mon intérieur doit refléter mon état d'esprit et mon intérieur à moi. Donc je vois de la couleur et puis je vois des murs animés par des formes abstraites ou figuratives. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de mettre ma patte partout. C'est impossible pour moi de rester dans un lieu hyper neutre. Malgré moi, on va dire que les choses de mes histoires, de mes voyages ou mes envies s'accumulent au sein de mes bercails, mes bercails que j'ai pu avoir. Je pense que c'est mes années de beaux-arts et d'art plastique qui doivent s'exprimer en fait à travers ces différentes envies. Voilà. Donc pour moi, mon bercail idéal, c'est vraiment un subtil mélange de douceur, parce qu'on est toujours sur des choses assez douces, mais qui seraient bousculées par pas mal d'originalité. Donc on voit le côté artiste là-dedans, créatif. Trop cool. Est-ce que tu as des sources pour s'informer sur le sujet, des newsletters, des chaînes, des livres, même des personnes aussi à aller voir qui pourraient être intéressantes sur la rénovation, sur le DIY, des choses Bon, alors moi, je suis pas une très très bonne élève parce que je n'écoute pas beaucoup de podcasts, bien que je sois enregistrée dans un podcast aujourd'hui, souvent par manque de temps. Pareil pour les bouquins, pas vraiment le temps de lire en ce moment non plus. En revanche, j'adore feuilleter le livre de Sarah Lavoine, qui est architecte d'intérieur et qui utilise beaucoup la couleur et qui fait des associations parfois assez culotté. Donc j'aime beaucoup son univers. Mais moi je suis plutôt de la culture Instagram, bien évidemment, parce que je passe mon temps dessus pour créer du contenu, mais aussi pour m'inspirer. Donc moi ce que j'aimerais, c'est plutôt te donner 3 comptes que j'adore et que je suis, même si j'en suis vraiment plein. C'est vraiment une liste non exhaustive, mais voilà, qui pourra peut-être donner des idées aux abonnés. Clairement. Donc d'abord, il y a Alicia Flippo. Elle fait des do-it-yourself ratés. Et ça, c'est très drôle. C'est-à-dire que ces do-it-yourself se passent jamais comme prévu. Et c'est un petit peu ce qu'on disait, laisser la place à l'aléatoire et puis qui montre qu'on peut se lancer. Et même si c'est pas réussi, c'est vraiment l'aventure qui prime. Ok. Alors là, c'est autre chose, mais c'est un univers très coloré que j'aime beaucoup. C'est Violette Tannenbaum. Je sais pas si on le dit comme ça. Mais qui brise les codes sur les quinquas. C'est une femme qui a 47 ans et qui se look de manière très colorée et qui ose des choses et qui dit qu'on a beau avoir passé la quarantaine, on peut quand même continuer à se looker et c'est très 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 cool. Et ensuite, il y a un compte qui s'appelle Vintage avec un S et un H entre le T et le A. Vintage. Okay, je mettrai dans les ressources. Oui, voilà. Et en fait, c'est un couple qui a relooké son appartement entièrement dans un style pop vintage, mais vraiment, c'est un truc de fou, dans les styles années 70, donc beaucoup de orange, beaucoup de grosses fleurs marguerites, le téléphone vraiment rétro de l'époque et tout, et c'est juste génial. Et voilà, c'est de ce genre de compte-là que je suis très inspirant, pas forcément dans mon univers, mais où il y a toujours quand même la couleur qui s'y retrouve, et qui me donne plein d'idées et beaucoup de joie. Et qui t'inspire aussi. Ça peut être trop cool. Et ben je les partagerai dans les ressources du podcast. Et ben écoute Alexandrine, on touche à la fin de cet épisode. Déjà je souhaite te remercier pour ce passage. C'était hyper sympa de t'avoir avec nous sur Aubercaille. Où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver? On en a parlé un peu, donc ton compte Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut se retrouver? Principalement Instagram parce que c'est un média que j'affectionne. En revanche, on peut aussi me retrouver beaucoup de tutoriels en photo sur mon blog, le blog d'artlex.com, et également fraîchement débarqué sur TikTok. Je m'y suis mise, et oui, artlex-do-it-yourself, où vous retrouverez sensiblement les mêmes vidéos qu'Instagram, mais s'il y a des personnes plus culture TikTok, je suis par là-bas aussi. Trop cool, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée et à très vite dans Aubercaille. Merci à toi Caroline et merci de m'avoir accueillie dans Aubercaille. À bientôt, au revoir. À bientôt, ciao. Ciao. Si je devais retenir 3 choses de cet épisode, ce serait qu'Alexandrine a fait face à de nombreux défis dans sa quête pour trouver sa maison idéale.
Malgré les difficultés, elle a utilisé des astuces telles que la rédaction d'une lettre personnelle pour expliquer pourquoi la maison était un coup de cœur. Et ça a probablement joué en sa faveur. Son parcours démontre même que dans des situations complexes, la détermination et la persévérance peuvent aboutir à des résultats positifs. Ensuite, elle nous a également partagé son expérience de rénovation de sa maison, mettant en lumière les aspects à déléguer et ceux qu'elle a pris en charge elle-même. Elle encourage à estimer ses capacités et à savoir quand faire appel à des professionnels pour certains travaux. Elle souligne également l'évolution de la rénovation en fonction des contraintes et du budget, offrant ainsi une approche plus adaptive. Enfin, nous avons mis en avant les avantages du DIY, notamment sur le plan économique et personnel. Elle souligne que le DIY permet de créer une bulle personnelle, de prendre conscience des choses et d'apprécier le temps passé dans le processus créatif. Et même pour ceux qui ne se considèrent pas trop créatifs, elle encourage à suivre les bonnes méthodes et les explications pour y parvenir. Le DIY offre ainsi une opportunité de renforcer son estime de soi et permet aussi de donner une nouvelle perspective sur ses propres capacités. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir notre travail en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux faire partie de la belle communauté d'Oberkaï, je t'invite directement à t'inscrire sur notre site www.oberkaï.co pour avoir toutes les dernières informations sur l'habitat éthique. À très vite dans Oberkaï.